Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Axel Reynaud, cofondateur et CEO de Net Zero, une entreprise qui s'est donnée pour mission de développer à grande échelle une solution d'élimination du carbone atmosphérique. Pour cela, il développe des unités de production de biochar, c'est-à-dire du carbone extrait de résidus végétaux. Le biochar a la particularité d'être extrêmement stable et porte donc la promesse de retirer le carbone du cycle atmosphérique sur des centaines ou des milliers d'années. Avec lui, nous décryptons le rôle du stockage du carbone dans l'équation climatique globale et nous explorons les pistes les plus efficaces pour extraire du CO2 de l'atmosphère. Bonjour Axel Reynaud. Bonjour. On va commencer par planter les paysages. La science le dit et le GIEC en tête. On ne va pas pouvoir compter uniquement sur des efforts de réduction des émissions pour atteindre nos objectifs climatiques. Il faudra aussi compter sur des émissions négatives pour compenser environ 5 à 10% des émissions résiduelles. Donc on doit être capable d'extraire du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, le séquestrer, de le stocker dans des proportions équivalentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter le paysage des solutions de séquestration qui existent aujourd'hui et puis comment Net Zero se positionne dans ce paysage ? Alors effectivement, l'ambition que donne le GIEC pour être net zéro en 2050 est assez énorme. On parle de 5 à 10 milliards de tonnes de carbone, de CO2, qu'il va falloir enlever de l'atmosphère tous les ans. Pour donner un ordre de grandeur, le secteur du pétrole et du gaz combinés extrait 6 milliards de tonnes par an. Donc on parle de quelque chose qui est presque le double et développer une industrie qui part quasiment de zéro aujourd'hui. Alors pour séquestrer du carbone et enlever du carbone de l'atmosphère, il y a tout un panel de solutions. Il y a des solutions qui vont enlever le dioxyde de carbone sur quelques dizaines d'années, peut-être une centaine d'années. On a du mal à garantir une pérennité sur le très long terme. C'est toutes les solutions basées sur la nature. Donc ça peut être de la reforestation, ça peut être du changement de pratiques agricoles pour stocker du carbone dans le sol, ça peut être de la restauration de mangroves. Enfin, il y a tout un ensemble de, restauration d'écosystèmes au sens large qui permettent, en fait, à travers des processus naturels liés directement ou indirectement à la photosynthèse, de stocker du carbone. Ça, c'est la vision, disons, la plus commune. Tout le monde vous dit enlever du carbone, plantons des arbres. Et c'est très bien, il faut le faire, mais il faut bien avoir conscience que c'est du dioxyde de carbone qu'on enlève sur une durée pas si longue que ça, parce que l'arbre, il peut mourir, il peut brûler, il peut être attaqué par des maladies, le changement climatique peut faire que l'arbre qui a été planté ne peut plus pousser, etc. Et donc, on enlève du CO2, mais ce CO2, in fine, il finira par repartir dans l'atmosphère. Et donc, ça résout que temporairement notre problème de réchauffement climatique. Alors évidemment, on peut imaginer de replanter l'arbre ou de restaurer des écosystèmes, mais on est sur des horizons où c'est difficile de garantir. Donc tout ça, c'est un premier paquet de solutions, séquestration temporaire sur la nature. Ensuite, il y a un deuxième paquet qui sont des méthodes qui nécessitent de la technologie, alors un peu ou beaucoup, et qui vont essayer d'enlever du CO2, mais cette fois-ci sur très longue période, et d'aller le stocker à des endroits où le CO2 ne pourra pas repartir. Et donc là-dedans, on a la méthode peut-être la plus proche des méthodes naturelles, qui est le biochar, qui est la solution que Net Zero, ma société, développe, où en fait, on va extraire du carbone qui a été capté par des végétaux par photosynthèse, mais on va le rendre sous une forme qui est indestructible, si je puis dire, et qui va éviter que ce carbone ne puisse repartir dans l'atmosphère. Et donc on crée une espèce de pompe à carbone où des végétaux poussent, on en extrait le carbone, on le stabilise, on le stocke. Puis après, il y a des approches encore plus technologiques, avec des soupes d'acronymes genre BECS, DAC, etc., où on va, par différents procédés physico-chimiques, aller chercher directement ou indirectement le CO2 dans l'air et
le stocker sous forme minérale, sous forme de stockage très profond dans des poches réservoirs, sous forme de stockage au fond des océans, etc., etc. Et donc là, il y a tout un tas de technologies qui sont encore en cours de développement. Rien n'est vraiment industrialisé. Et tout ça, la promesse, c'est de dire, finalement, quand on émet une molécule de CO2 en faisant, je sais pas, en voiture ou en avion, ou parce qu'on brûle du gaz pour faire chauffer son eau, cette molécule de CO2, elle va rester des milliers d'années dans l'atmosphère. Le CO2, c'est une molécule qui a la propriété d'être extrêmement stable. Et donc, pendant des milliers d'années, elle va contribuer au réchauffement climatique. Et donc, la promesse de la séquestration long terme, c'est de dire on va enlever cette même molécule, enfin une autre molécule, mais ça fera plus 1, moins 1 et on sera à 0. On va l'enlever sur des durées analogues, sur des milliers d'années. Et c'est vraiment là qu'on a un impact climatique, d'abord au moment où on enlève la molécule et sur la durée très très longue. Maintenant, c'est des solutions qui sont chères aujourd'hui et dont une partie encore n'est pas très mûre d'un point de vue technologique. Vous venez de le dire, c'est des solutions qui sont encore à un stade précoce de leur déploiement et de leur développement. Qu'est-ce qui explique qu'on n'est pas encore à la bonne échelle, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue économique ? Autrement dit, quelles conditions il faudrait réunir pour accélérer leur déploiement à la vitesse nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques ? Et puis plus spécifiquement sur le biochar, quel est le bon modèle économique ? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont encore très émergentes et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de l'urgence à déployer et du fait qu'on est très en retard. Je reprenais l'exemple là des 6 milliards de tonnes du secteur pétrole et gaz. On voit tous les actifs qu'il a fallu déployer pour extraire et ensuite utiliser 6 milliards de tonnes. Pour en extraire 10 milliards de tonnes de l'atmosphère et aller les stocker quelque part, il faut à peu près le même genre d'actifs. Voilà. Et c'est absolument gigantesque. Et on a jusqu'en 2050 pour mettre ça en place, puisque le GIEC dit qu'il faut être net zéro au niveau de la planète en 2050. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura réduit toutes les émissions possibles, la part un peu irréductible de nos émissions de gaz à effet de serre, on la compense. Et donc, il va falloir développer ces technologies très très vite. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, si on laisse le fonctionnement du marché à sa vitesse normale, on va mettre 30, 50 ans, 100 ans à développer la capacité de 10 milliards de tonnes. Aujourd'hui, il faut voir qu'on est sur essentiellement un marché volontaire. Donc, personne n'est obligé d'enlever le CO2 qu'il a émis. Des entreprises décident de le faire, mais rien ne les oblige. Il y a très peu d'offres. Les volumes disponibles en séquestration de carbone sont très faibles et il y a beaucoup de technologies qui sont encore émergentes. Donc, il va falloir mettre beaucoup d'investissements. En amont de ça, il va falloir mettre beaucoup de R&D. Il va falloir créer un cadre pour que ça devienne rationnel pour tous les acteurs, les investisseurs, les opérateurs, les acheteurs de crédit carbone, de commencer à mettre des moyens significatifs et des moyens qui doivent être en centaines de milliards d'euros. Enfin, si on regarde 10 milliards de tonnes de CO2 en 2050, alors le prix de la tonne, c'est difficile, j'ai pas la boule de cristal pour savoir combien ça va être en 2050, mais si on dit entre 100 et 300 euros la tonne, c'est peut-être ça un peu la fourchette. Donc on dit elle est moyenne 200. 200 euros fois 10 milliards, on parle de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est un marché de 2000 milliards de dollars qui va apparaître à peu près de zéro. Mais ça n'apparaît pas tout seul. Ça ne peut pas se déployer tout seul. Il va falloir mettre des investissements qui se chiffrent, alors eux, plutôt en dizaines de milliers de milliards. Et c'est le problème, c'est comment on accélère ça, comment on crée le cadre pour que les moyens soient mobilisés et que on atteigne les objectifs. Parce que tant qu'on n'enlèvera pas du CO2 de l'atmosphère, il restera. C'est pas. Je pense que beaucoup de gens imaginent que tous les ans, au 1er janvier, le compteur à CO2 se remet à zéro. Et donc, on dit, voilà, on a émis 45 milliards de tonnes de CO2 équivalent cette année, et puis l'année prochaine, on fera 48, mais les 45, elles ont disparu. Non, c'est une baignoire qui se remplit. Et au fur et à mesure que la baignoire se remplit, la planète se réchauffe. Et donc, il faut absolument enlever ce CO2, et pas comme une excuse pour dire on continue à émettre, c'est qu'on en a déjà mis beaucoup trop dans l'atmosphère. La baignoire, elle est déjà trop pleine. On est déjà quasiment à un 5 degrés et on continue à remplir la baignoire. Donc, il faut vite écoper. Il faut à la fois éviter de la remplir, réduire le robinet qui coule et donc réduire nos émissions de CO2. Mais il faut aussi commencer à vider la baignoire.
pour déployer les investissements dont vous venez de parler, pour les trouver, il y a une grande responsabilité qui incombe au marché carbone, évidemment. Aujourd'hui, il réserve une portion très congrue aux solutions de séquestration de long terme. Néanmoins, on voit apparaître ces derniers temps des grands groupes notamment qui commencent à s'engager sur ces moyens de séquestration avec une vision de long terme, et d'ailleurs pour en bénéficier plutôt en 2030 qu'immédiatement peut-être. Quels sont leurs intérêts à aller vers ces solutions-là avec une vision de long terme, peut-être parfois à abandonner les solutions court-termistes et souvent décrédibilisées sur lesquelles elles étaient aujourd'hui investies? Quel est leur rationnel économique à faire ceci? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il peut y avoir, il y a des entreprises qui sont très fondamentalement convaincues que chacun doit faire sa part. Et quand on est en plus une entreprise plutôt avec des niveaux de marge élevés et des émissions assez faibles par unité de chiffre d'affaires, etc. Donc, je pense à des industries comme la banque, comme le software, etc. Il y a des gens qui sont convaincus, qui disent, voilà, nous, il faut qu'on fasse notre part, et donc, on peut se le payer, on le fait. Et ça, c'est une toute petite partie. La motivation, elle vient souvent d'une anticipation. C'est-à-dire, aujourd'hui, rien n'oblige une entreprise à compenser et à enlever le CO2 qu'ils ont émis. Par contre, certains se disent, à un moment donné, on va nous le demander. Et on va nous le demander, ça peut être nos clients qui vont nous le demander, ça peut être nos régulateurs qui vont nous le demander. Et ce qui est aujourd'hui un marché dit du carbone volontaire va devenir de plus en plus un marché du carbone obligatoire. Et donc, les entreprises ne pourront pas continuer à émettre du CO2 sans le compenser. En tout cas, il y en a certaines qui anticipent ça. Alors, certaines disent ça va venir très vite, d'autres disent non, ça va venir dans très longtemps. Mais il y a un consensus qui est en train de naître sur il va vraiment falloir le faire, et pas uniquement parce qu'on est des gens qui sont sensibilisés au sujet du climat, mais parce que on va nous le demander. Et donc, à partir de là, dès qu'on rentre dans cette logique, il y a une question qui est de dire, mais alors, ok, je vais avoir besoin de compenser mes émissions en 2030, en 2040, comment je vais faire? Alors évidemment, je vais d'abord réduire toutes les émissions que je peux, mais il y aura une part incompressible, ou très difficilement compressible. Et cette part-là, comment je vais faire? Je vais devoir acheter un service d'entreprises comme la mienne, par exemple, qui disent, moi, je vous enlève du CO2 de l'atmosphère. Mais pour pouvoir acheter ce service, il faut que le service soit en place. Il faut que le service tourne. Et aujourd'hui, il n'existe quasiment pas. Et donc, les entreprises se disent, oulala, dans 10 ans, dans 15 ans, si je cherche à acheter les crédits carbone de séquestration long terme qu'on va m'imposer d'acheter, je risque de ne pas les trouver. Et donc, j'ai intérêt à essayer de sécuriser un approvisionnement en passant des contrats long terme dès aujourd'hui pour pouvoir avoir accès à la ressource à un moment donné, ou sinon, ça risque d'être assez difficile de l'avoir, puisqu'on voit bien qu'entre le besoin de séquestration carbone et la production, aujourd'hui, il y a un écart énorme, et cet écart, il va perdurer. Et donc, il y a des gens qui anticipent, en gros, le marché va être short, et j'ai intérêt plutôt à sécuriser mes accès maintenant. Et puis après, il y a dans cette catégorie d'acteurs, il y en a certains qui disent, en plus de ça, nous, on veut prendre un rôle de leadership pour des raisons de communication, par exemple externe, aussi interne, parce que les employés sont très sensibilisés à ça, et on veut aider à l'émergence des solutions. Donc, on ne veut pas juste acheter des volumes à terme, on veut aussi aider, là, dans les années qui viennent, les solutions technologiques à se déployer, la R&D à se financer, le déploiement des actifs à se faire, les investissements, etc. Et donc, on va préacheter, par exemple, prépayer les crédits carbone, ou alors on va les acheter à un prix, disons, un peu décorrélé de ce que serait un prix de marché pour aider à initialiser la fourniture de ces crédits carbone, en gros, en aidant les entreprises, comme la mienne, à trouver des financements pour commencer à déployer leurs solutions. Donc voilà, il y a toute une gamme de raisons, mais c'est beaucoup des anticipations. Et je pense qu'un des moyens, justement, de débloquer les investissements et d'accélérer, ça va être de renforcer la certitude que ça va devenir obligatoire de compenser ses émissions. Parce qu'une entreprise qui sait qu'en 2035, elle devra être elle-même net zéro et donc avoir compensé les émissions qu'elle n'aura pas réduites, elle va se préoccuper dès aujourd'hui du sujet. Alors que si certains
font l'hypothèse que ça va se faire, et donc ils commencent à travailler. Mais si d'autres peuvent faire l'hypothèse inverse, et à ce moment-là, ils mettent les mains dans les poches et ils disent on va attendre, tout ça est assez peu clair, attendons que les choses se clarifient par la réglementation, par d'autres mécanismes de marché. Et donc, tout ça ralentit le déploiement de l'industrie. Alors, le comportement des acheteurs, il est aussi, en ce moment en particulier, beaucoup motivé par tous les sujets d'image et de réputation et de suspicion sur la qualité effective de la majorité des crédits qui sont mis sur le marché aujourd'hui. Il y a une initiative en ce moment, au moment où on se parle, qui est discutée au niveau européen sur un projet de certification de la séquestration, des crédits de séquestration. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui va être assez décisif pour basculer le plus possible les intentions d'achat sur ces marchés vers les solutions les plus efficaces d'un point de vue climatique ? C'est très bien qu'il y ait des normes et des standards, parce qu'aujourd'hui, crédit carbone, c'est un terme qui couvre absolument tout. Donc ça couvre des gens qui disent « moi j'ai installé des panneaux solaires et ça évite de faire tourner une centrale à charbon, et donc j'ai droit à un crédit carbone ». Donc en gros, j'ai évité, éventuellement, on n'est pas très sûr parce que c'est très difficile à mesurer, j'ai évité une émission. Ça s'appelle des crédits carbone. Et puis des gens qui captent du CO2 et l'enlèvent sur des centaines ou des milliers d'années, ça s'appelle aussi des crédits carbone. Le service environnemental n'est pas du tout le même. Et donc, être capable de définir une typologie des crédits carbone et dire voilà, ceux-là ils sont admissibles, ceux-là ils sont pas admissibles, c'est très important. Il y a déjà des efforts qui ont été faits, notamment par un organisme qui s'appelle SBTi, qui regroupe les entreprises qui cherchent à être un peu en pointe sur ces sujets et qui a défini des standards de qualité déjà. Alors c'est standards volontaires, on reste sur le marché volontaire, et déjà ça aide un petit peu à séparer le bon grain de l'ivraie. Ce que fait l'Europe, c'est très bien, et il va falloir bien vite poser ces standards et bien vite définir les règles du jeu dans ces standards pour que tout le monde puisse commencer à s'aligner. Mais c'est vrai que le marché des crédits carbone peut être perçu par certains un peu comme un espèce de Far West où il y a plein de bandits et puis il y a quelques gentils, et ce serait bien de faire un peu la part entre les bandits et les gentils. Il y a un autre sujet sensible, en particulier pour le sujet de la séquestration, qui est la proximité apparente entre certains projets de séquestration et l'industrie fossile, avec un soupçon qui naît immédiatement de se dire est-ce que ces projets-là servent à réduire de l'autre côté les efforts de réduction sur l'appareil productif fossile ou à gagner du temps ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas que cette image pénalise l'ensemble des projets de séquestration et viennent entacher la réputation, la bonne réputation nécessaire à son bon déploiement? Alors, c'est un sujet très, très difficile, parce que effectivement, un peu l'image de Big Oil, c'est les affreux qui vont essayer de continuer autant que faire se peut à exploiter les réserves pétrolières qu'ils ont trouvées, voire des nouvelles qu'ils sont en train de chercher. Et donc, pour essayer de continuer à extraire du pétrole et puis à le faire brûler, ils vont avoir trouvé le faux nez de dire « mais vous inquiétez pas, on va enlever le CO2 ». Bon, et ça, c'est l'espèce de grande suspicion qu'il y a. Et effectivement, il y a des projets, on peut se poser la question, notamment des projets, on dit je vais capter du CO2 et ce CO2, on va l'injecter pour pouvoir extraire encore plus de pétrole de roche, parce que si on injecte du gaz profond, ça permet de récupérer le pétrole. Là, on se dit, on est sans doute sur un truc qui n'est pas tout à fait aligné avec les objectifs climatiques. Donc ça, c'est le côté grosse défiance vis-à-vis des pétroliers, en disant finalement, ils se sont trouvés une excuse. C'est un peu comme les gens du tabac qui ont commencé à mettre les cigarettes light, etc. C'était en fait pour continuer à vendre des cigarettes. Il y a une autre vision qui est de dire, en fait, des gens qui savent manipuler des gaz dans des tuyaux, injectés, compressés, minéralisés, déplacés, etc., c'est quand même les pétroliers. Et si on veut déployer des infrastructures à très grande échelle, on va aussi avoir besoin d'eux. On va avoir besoin, en tout cas, de leurs compétences. Des pétroliers, des grandes marques, mais aussi de tous les sous-traitants de rang 1, de rang 2, etc. Et de tout, en fait, l'écosystème pétrolier. Parce qu'enlever du CO2 de l'atmosphère, ça va être beaucoup des tuyaux, des pipelines, des compresseurs, voilà. Quelle que soit la technologie, que ce soit relativement low-tech, le biochar comme nous, ou très high-tech comme le direct air capture. Et donc,
il va falloir trouver le bon milieu entre éviter les projets de greenwashing qui ont quand même entaché beaucoup les pétroliers ces derniers temps, éviter le discours où en fait ils mettent la lumière sur les 1% de leur activité qui est verte et puis 99% c'est toujours extraire des hydrocarbures et les vendre. Voilà, et ça va pas. Mais il va falloir aussi travailler avec eux. Et il faut trouver les bons mécanismes pour les incentiver. Mais je pense qu'un projet qui se ferait totalement contre le secteur pétrolier, c'est un peu contre-productif parce qu'on abandonne en fait des tas de compétences qui pourraient être utiles. Voilà. Donc, je suis très partagé. Des histoires comme celle que vous évoquez, là où il y a effectivement un pétrolier qui investit dans une boîte de direct air capture, on peut se poser la question, à quoi ça va leur servir ? Est-ce que l'argument, ça va être, on développe une nouvelle activité et elle va être rentable et on va utiliser nos compétences et auquel cas, c'est génial. Si c'est pour développer un discours, non, mais vous inquiétez pas, on peut continuer à utiliser du kérosène ou du gaz ou je sais pas quoi parce qu'on va vous l'enlever et on va vous nettoyer l'atmosphère, ça ira pas. Pour conclure cet échange, je vous propose de nous déplacer en 2030. Quels sont, selon vous, l'état des marchés carbone et de la réglementation en général qui permettrait d'avoir effectivement bien avancé à la vitesse nécessaire et face à l'urgence à laquelle on est confronté sur le développement des solutions de séquestration carbone au-delà des efforts de réduction des émissions qu'on doit conduire par ailleurs? Alors là, c'est un exercice de Madame Irma, donc je vais prendre ma boule de cristal. Je vais plutôt essayer de répondre en disant ce que j'espère, mais je suis pas sûr que ça se passe. Il va falloir clarifier les règles du jeu. Parce que le marché du carbone volontaire, c'est sympathique, mais justement, c'est volontaire. Et donc, quand il y a du volontariat, il y en a qui sont dedans, il y en a qui sont pas dedans. Il y a beaucoup de règles à clarifier. Alors, on parlait de la taxonomie européenne sur qu'est-ce qu'un bon crédit carbone, mais il va falloir clarifier les règles qui doit décarboner, qui doit enlever du CO2 à hauteur de combien par rapport à ses émissions, à quelle échéance, etc. Donc, il y a tout un cadre, disons, des trajectoires de décarbonation des entreprises qu'il va falloir poser. Et il va pas falloir le poser à l'échelle européenne. C'est un sujet mondial, avec des risques d'écart de concurrence entre les régions. Alors, on peut essayer en partie de compenser avec des taxes carbone aux frontières, etc. Mais enfin, c'est quand même plutôt un jeu global. Le CO2, il est dans l'atmosphère pour tout le monde. Il n'est pas par pays. Et donc, il va falloir clarifier ces règles. Deuxièmement, il va falloir clarifier la fiscalité autour du carbone. Parce qu'il y a deux choses qui sont certaines dans la vie, les taxes et la mort. Et les taxes, il va falloir qu'on comprenne, parce que les acteurs qui vont rentrer dans ces marchés ont besoin de savoir qu'est-ce qui va être taxé, à quelle hauteur, dans quel mécanisme, etc. Si on veut mettre de l'argent de manière très significative, il faut que ces règles du jeu aussi soient posées. Et puis ensuite, il va falloir faire émerger ce qu'on appelle vraiment les marchés, c'est-à-dire des places de marché où il y a des acheteurs, des vendeurs et un prix du carbone qui se met en place. C'est presque la partie la plus facile. Une fois que le cadre réglementaire est posé, il y aura quand même des questions techniques parce que un crédit carbone, souvent les gens imaginent ça va être à peu près comme le baril de Brent. Il y a un prix, il y a un produit. Alors même sur le pétrole, il y a plusieurs types de produits pétroliers. Alors avec des équivalences et des règles de calcul. Mais sur les crédits carbone, comment on compare un crédit carbone de reforestation avec un crédit carbone de biochar, avec un crédit carbone de direct air capture, qui ont des impacts climatiques très différents, des co-bénéfices très différents, etc. Et donc, il va y avoir un sujet technique de comment on rend les produits comparables, ou en tout cas comment on fait des catégories à l'intérieur desquelles les produits sont comparables, pour qu'il puisse y avoir un contrat standard et qu'ensuite ce contrat, il puisse avoir un prix et puis qu'il puisse y avoir un trading qui se mette en place. On a besoin des mécanismes de marché parce que c'est ça qui va amener de la liquidité, c'est ça qui va permettre à des gens qui produisent de vendre au prix spot, mais aussi d'avoir des instruments dérivés qui vont avoir des prix forward, des contrats dérivés de toutes sortes, etc., des formes d'assurance
pour les producteurs, mais aussi pour les acheteurs, tout ce qui existe sur les marchés financiers aujourd'hui. Et ça va être un élément très important. Mais je dirais presque, c'est quand même la partie la plus facile. La partie compliquée, c'est le cadre réglementaire, alors au niveau européen pour ce qui nous touche, mais beaucoup au niveau international. Et à ce titre, voilà, quand on voit la vitesse à laquelle les discussions avancent dans les COP successives, on peut douter qu'on y arrivera. Alors 2030, c'est encore loin, peut-être qu'on peut y arriver, mais en fait, il faudrait avoir ça en place beaucoup plus vite. Si les marchés commencent à se mettre en place en 2030, c'est déjà trop tard. Enfin, notre pas de temps, c'est 2050. 2050, c'est dans 27 ans. Voilà, c'est le coin de la rue quand il faut déployer des actifs, à mettre en place des nouveaux process, déployer des solutions techniques partout, etc. Donc moi, ce que j'espère en 2030, c'est que en fait, ce cadre réglementaire, ce cadre fiscal et les mécanismes de base du marché aient été posés, mais pas en 2030, avant. Alors après, on peut en douter. Est-ce qu'on y arrivera ? Mais si on attend 2030 pour mettre ça en place, on sera déjà très très en retard. Merci Axel Renaud.